Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence Bourse Live, les rencontres consacrées aujourd'hui à Air Liquide avec comme sujet du jour business model et régularité de la performance. Air Liquide pour l'actionnaire. Air Liquide, c'est ce leader mondial de la production de gaz industriels et médicaux présent dans 75 pays. Air Liquide, chez les investisseurs, c'est aussi la valeur sûre par excellence. L'action a progressé de plus de 11% sur les 20 dernières années. On va essayer de comprendre pourquoi l'action du groupe affiche une performance régulière depuis autant d'années. Et justement, pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Renard, directeur du service actionnaire chez Air Liquide. Bonjour. Bonjour Sarah. Je précise que cette conférence a été enregistrée le mercredi 15 juin, raison pour laquelle vous ne pouvez pas poser vos questions en direct, contrairement à d'autres conférences Bourse Live. Allons, démarrons sans plus attendre, Monsieur Renard. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui ce thème du business model et de la performance de l'action Air Liquide ? Oui, alors on a pensé que ce thème du business model pouvait intéresser justement le public de Bourse Live, puisque c'est une des méthodes qui permet de guider un investisseur en bourse. Et je dirais que l'action Air Liquide et le business model Air Liquide sont particulièrement représentatifs de l'intérêt de cette méthode. Alors en fait, il y a plusieurs méthodes pour guider un investisseur en bourse. Je dirais que la première chose qu'on apprend, c'est qu'il faut diversifier son portefeuille. C'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Après, il y a une distinction qui est souvent faite entre les valeurs cycliques et les valeurs qui ne sont pas cycliques, c'est-à-dire les valeurs défensives. Alors, les valeurs cycliques, ce sont celles qui sont soumises, je dirais, au soubresaut de l'économie. Donc, ça va être par exemple le domaine automobile, le transport aérien. Et puis, les valeurs défensives, ce sont plus des valeurs soit de produits de base comme l'eau, l'électricité ou l'agroalimentaire. Voilà. Qui vont résister aux aléas. Qui vont résister aux aléas. Donc, lorsque le marché va bien, lorsque l'économie va bien, on ira plutôt sur les valeurs cycliques et évidemment, en cas de retournement de marché, on se positionnera plutôt sur des valeurs défensives. Alors, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées qui existent et il y en a principalement deux. La première, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique ou l'analyse graphique ou l'analyse chartiste, en fait, qui consiste à l'étude des graphiques d'évolution des cours de bourse pour justement prévoir l'avenir. Donc on s'affranchit totalement du contexte macroéconomique, on s'affranchit totalement du comportement des entreprises. En fait, c'est beaucoup plus basé théoriquement sur la psychologie des foules. Et donc, il y a quelques principes. On considère que le marché prend tout en compte, que les cours suivent des tendances et que l'histoire se répète. Donc avec ça, on peut prévoir, alors avec des horizons de temps qui peuvent aller de la seconde ou à plusieurs jours, semaines ou mois, on peut prévoir l'évolution d'un cours. Alors, il faut quand même un bagage mathématique assez solide, parce qu'on parle de moyenne mobile, on parle de stochastique et tout, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde, aux néophytes. Et puis, à l'opposé, vous avez l'étude du business model. Et je dis à l'opposé, mais les deux démarches peuvent être complémentaires, elles ne s'excluent pas. Alors, l'étude du business model, c'est au contraire, justement, s'intéresser à ce qu'est fondamentalement une entreprise, ce qu'est son activité, quelles sont les forces et les faiblesses de cette entreprise. L'entreprise, c'est comme un corps vivant, ça naît, ça grandit, ça peut mourir, ça peut être malade, ça a des organes. Donc, tout cela, il faut pouvoir s'y intéresser pour essayer d'anticiper ce que va être l'évolution du cours de bourse. Voilà. On va regarder finalement les fondamentaux. Alors, on va regarder les fondamentaux. Alors, pour ça, on peut s'appuyer sur plusieurs choses. Bien entendu, il y a tout ce qui est analyse ou études qu'on peut trouver dans la presse économique, qu'on peut trouver sur Internet. Et puis, il y a aussi les publications de la société, le rapport annuel et surtout le document, ce qu'on appelait le document de référence, qui s'appelle maintenant le document d'enregistrement universel. Et il y a 2 chapitres dans ce document. C'est un document très épais. Il y a tout sur la société. Ça fait couramment 500-600 pages pour les grosses sociétés du CAC. Et il y a 2 chapitres qui sont très intéressants pour l'actionnaire ou l'investisseur. C'est d'abord le chapitre dans le rapport intégré, le chapitre modèle d'affaires, et puis ensuite le chapitre sur les facteurs de risque et l'environnement de contrôle. Alors, ce sont des rapports qui sont assez normés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ce qui explique qu'on trouve toujours ces deux chapitres. Donc on a finalement un large spectre pour analyser finalement une société, que ce soit l'analyse technique destinée aux érudits et puis le business model quand on veut un petit peu se plonger dans les fondamentaux d'une entreprise. Alors justement, vous êtes présent, vous, Air Liquide, sur de nombreux marchés et pays. Comment faites-vous pour gérer et appréhender les différentes sources de risques, comme les risques de change, les dévaluations monétaires, les pénuries de matériaux et aussi on voit comme actuellement les conflits géopolitiques ?
Alors, le risque de change, et vous avez raison de le mentionner, puisqu'on travaille dans 75 pays, c'est un exemple typique de ce qu'on peut trouver justement dans le document d'enregistrement universel. Si on regarde le rapport intégré, le modèle d'affaires, donc là on s'intéresse à la façon dont la société va créer de la valeur, on va regarder, il y a un chapitre qui va décrire l'exposition au risque de change, et qui va expliquer en fait que l'Air Liquide produit et vend dans le même pays. C'est-à-dire qu'une usine est compétitive globalement dans un rayon de 250 km. Après, il faut qu'une autre usine prenne le relais. Donc c'est une particularité très forte du métier qui fait que l'on produit et l'on vend dans la même monnaie. Donc on n'est pas, de ce point de vue-là, exposé au risque de change, comme si on devait envoyer des produits d'un pays à un autre, traverser une frontière et changer justement de monnaie. Donc ça, c'est un facteur de résilience qui est extrêmement fort, c'est que les gaz ne voyagent pas. Voilà. Alors après, il y a d'autres effets du change qui sont d'abord, lorsqu'on consolide les comptes de la société en fin d'année, justement, par exemple, si le dollar a baissé par rapport à l'euro, eh bien tout ce qui vient de la zone Amérique va baisser dans la consolidation qui va en être faite pour publier le chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que nous publions le chiffre d'affaires tel qu'il est consolidé et aussi corrigé des variations de change, ce qui permet de suivre vraiment la croissance organique de la société. Et puis alors évidemment, on fait aussi des investissements dans les différents pays du monde et on s'attache en fait à s'endetter lorsqu'on fait cet investissement, lorsqu'on s'endette, à s'endetter dans la même monnaie que la monnaie qui sera générée par les produits qui sortiront de cette unité. Voilà, donc les flux financiers et la monnaie les flux générés par l'investissement et la monnaie de l'investissement sont les mêmes, ce qui permet d'éliminer ce risque de change. Voilà. Donc en ce qui concerne le risque de change, on est très favorisé par rapport à d'autres sociétés qui, comme je vous le disais, passent des frontières parce que les gaz voyagent mal. Et sur la question de la logistique ? Alors, sur la question de la logistique, c'est pareil, puisque les gaz ne voyagent pas, donc on n'est pas affecté par les problèmes de logistique qu'il peut y avoir actuellement. En revanche, on a des clients qui sont affectés et qui, si leur activité est perturbée, évidemment, on verra probablement des achats qui baisseront de nos gaz. Voilà. Sur la question géopolitique, on a quand même actuellement ce conflit Russie-Ukraine. Qu'en est-il finalement chez Air Liquide ? Alors, travailler dans 75 pays, c'est s'exposer à autant de risques politiques. Alors, sur ce point particulier de l'Ukraine, nous ne travaillons pas en Ukraine et nous avons une activité en Russie. Alors on suit complètement toutes les réglementations, les directives sur des sanctions internationales et ça représente moins de 1% du chiffre d'affaires. Donc on peut considérer finalement l'impact est limité. Donc l'impact est limité. Voilà. Justement, le business model si particulier d'Air Liquide dont on va parler aujourd'hui, en quoi finalement a-t-il un impact sur la régularité de sa performance en bourse ? Alors, effectivement, quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net, du dividende, on a des courbes qui montent avec une régularité qui est absolument exceptionnelle. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres sociétés qui puissent se targuer d'avoir eu telles évolutions depuis plusieurs décennies. Et ça tient justement, là encore, au business model, d'où l'intérêt de bien l'étudier. Déjà, vous avez une partie importante de l'activité qu'on appelle la grande industrie, en fait, où on livre des clients dans le domaine de la pétrochimie, de la chimie et de la sidérurgie. Ce sont des très très grosses quantités et on va les livrer par canalisation, par pipeline. On a plusieurs milliers de kilomètres de canalisation souterraine dans le monde. Et comme ce sont des très très gros investissements, en fait, ces investissements sont couverts par des contrats de 15 ans avec les clients. Donc on a un portefeuille de contrats qui ont au moins 15 ans. Donc une stabilité, une visibilité. Donc une stabilité, puisque lorsque vous avez un portefeuille de contrats de durée moyenne 15 ans, ça veut dire que le 1er janvier, vous connaissez ce que sera le chiffre d'affaires à peu près de 92% de votre chiffre d'affaires sur cette activité qui représente 30%. Du chiffre d'affaires global. Et d'autre part, dans ces contrats, nous avons des clauses d'indexation au prix de l'énergie. Alors c'est très important en ce moment où les prix de l'énergie peuvent monter. Nos prix montent et descendent en fonction de l'évolution des prix de l'énergie. Donc ça, en étudiant le business model, on peut voir que cette activité n'est pas non plus affectée par les prix de l'énergie, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres sociétés. Donc ça, c'est la première activité. Donc sécurisation du business avec des contrats long terme, finalement. Pour les très très grosses, pour les très gros clients. Et puis on a une autre partie de l'activité, plus importante, c'est 40% du chiffre d'affaires, donc vous voyez, on en est déjà à 70%. C'est ce qu'on appelle le métier marchand, et là c'est totalement différent, c'est-à-dire que c'est beaucoup de clients
hein, mais des quantités beaucoup plus petites. Hein. Ce sont les bouteilles ou les camions citernes que vous voyez passer sur les routes. Et donc là, on a plus de 2 millions de clients dans le monde, ce qui veut dire que là aussi, il y a une stabilité parce que tout ça, ça amortit les chocs économiques qu'il peut y avoir. Et c'est aussi tout un know-how et une expertise d'applications différentes pour chacun de ces clients. Alors là, on parle plutôt du centre de recherche, du plombier, de l'industrie alimentaire, de l'industrie pharmaceutique, vous voyez, donc des clients tout à fait différents. C'est 40% du chiffre d'affaires. Donc ça, cette activité-là, c'est 40% du chiffre d'affaires. Et vous avez également d'autres marchés, en l'occurrence une implication sur les marchés d'avenir. Alors d'abord, on est aussi dans la santé, j'ai oublié de le mentionner, hein, on est dans la santé et là on livre plus de 1,8 million de patients à domicile dans le monde, hein, donc là encore beaucoup de clients, donc facteur de stabilité, ça représente 16% du chiffre d'affaires, donc finalement 30 plus 40 plus 16, vous voyez, on est déjà à 86% du chiffre d'affaires global, hein, qui est sécurisé par la grande diversité. Et c'est là quelque chose qui est intéressant aussi avec l'action Air Liquide et qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, je reviens à ce qu'on disait au départ, hein, c'est-à-dire que quand on investit en bourse, il faut diversifier son portefeuille. Quand vous achetez une action Air Liquide, vous achetez une action qui est déjà diversifiée, puisqu'en fait, nos clients sont tous les secteurs industriels dans toutes les géographies possibles. Hein. Donc, on a déjà une diversification de fonds juste avec l'action Air Liquide. Juste avec l'action. Bon. Alors, je dirais ça, c'est l'état existant. Il faut aussi se préoccuper dans le business model de ce qui va être l'avenir. Hein. Et alors, dans l'avenir, on a la chance d'avoir une très forte présence, une très forte implication dans les marchés d'avenir à très fort potentiel, qui sont tout ce qui est haute technologie, donc avec notamment notre département électronique, hein, qui est la petite dernière des business lines avec 9% du chiffre d'affaires. Et qui est amené à croître. Qui est amené à croître, bien entendu, hein, compte tenu de l'augmentation régulière de la consommation des composants électroniques, des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. Et puis, on est aussi beaucoup dans la transition énergétique. Hein, et donc, ça, c'est absolument essentiel. Et en fait, ça va être le vecteur de croissance principal dans l'avenir, et notamment avec l'hydrogène. Hein, l'hydrogène dont on parle beaucoup maintenant, qui est utilisé en mobilité, c'est-à-dire la voiture à hydrogène, mais aussi le camion à hydrogène, le camion à hydrogène, les trains à hydrogène, hein, et puis, à terme, l'avion à hydrogène. On a annoncé ce matin, par un communiqué de presse, un accord avec Aéroports de Paris, justement, hein, sur ce sujet. Très gros plan, d'ailleurs, européen aussi sur la question de l'hydrogène. Absolument. Et alors, ce qui est intéressant avec l'hydrogène, il y a une étude qui a été faite qui montre que si on se place à l'horizon 2050, où vous avez l'objectif de réduction limitée à 2 degrés de la température de la planète, 20% de l'effort pourrait être fait par le biais de l'hydrogène. Alors, c'est pas simplement la mobilité, c'est aussi l'hydrogène stockage d'énergie, c'est aussi l'hydrogène qui peut permettre de remplacer, par exemple, une partie du charbon, du coke dans les sidérurgies, qui peut aussi... Donc dans l'industrie, dans le transport... utiliser à ce moment-là comme source de chaleur, comme source d'énergie. Et finalement, ces 20%, pour achever ces 20%, en fait, c'est un objectif de 2500 milliards d'euros. C'est absolument colossal. 2500 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'Air Liquide cette année, c'est 23 milliards d'euros. Donc, si on prenait 10%, on multiplierait par 10 le chiffre d'affaires du groupe. Donc, vous voyez, le potentiel est absolument énorme. Et puis, ce qui est important aussi, hein, c'est de continuer à innover. On a toujours été une société très innovante. Donc, effectivement, hein, on travaille sur l'hydrogène depuis 50 ans, même si ça devient maintenant le sujet très, très en vogue et d'actualité. Et on dépose en moyenne un brevet par jour. Hein. On a 4500 collaborateurs qui travaillent sur l'innovation. Hein. On a 6 campus dédiés à la recherche dans le monde. Et donc, ça, c'est l'avenir de la société, bien entendu. Donc effectivement, vous avez quatre points forts avec une diversité géographique, une diversité en termes d'activité, une forte implication sur les marchés d'avenir et votre forte capacité d'innovation. Donc on comprend mieux effectivement le business model du groupe et de facto sa solidité. Si on souhaite justement étudier la performance de l'action Air Liquide, avez-vous peut-être des chiffres clés à nous partager ? Oui, alors... on va parler d'actionnariat. Je voudrais dire que c'est aussi quand même un facteur clé de notre indépendance financière. Ça, c'est important dans le business model. Oui. On est peu endetté. Hein, et donc, vous savez, il y a 3 façons de financer une entreprise. Vous avez le cash flow, l'autofinancement. Oui. Ça, c'est limité quand vous êtes en période de croissance. Vous avez l'endettement, mais là, vous dépendez de votre banquier. Et puis, vous avez l'ouverture du capital à nos actionnaires. Ça a toujours été le business model du groupe. On y reviendra peut-être. Il y a un autre facteur aussi qu'apprécient beaucoup les investisseurs. C'est la stabilité du management. Hein. On a eu 5 présidents
en 120 ans d'existence, depuis 1902, des gens qui ont fait toute leur carrière dans la société, qui en connaissent bien les métiers, les hommes, etc. Donc ça, c'est aussi un facteur de stabilité de la politique, puisqu'on est un métier de long terme avec des gros investissements très capitalistiques. Alors maintenant, quand on veut étudier la performance de l'action, il ne faut pas se limiter aux dividendes. Et ça, c'est, je dirais... C'est la tentation. C'est la tentation, et c'est surtout aussi le ratio qui est publié par les journaux économiques, le rendement, c'est-à-dire simplement le dividende divisé par le cours de bourse. C'est un ratio qui ne prend pas en compte tout ce qui se passe, et qui surtout peut être à contre-courant. Si la société va bien, le cours va augmenter, donc ça va diminuer le rendement, puisque le cours est au dénominateur. Donc vous voyez, il y a quelque chose avec ce rendement qui est quand même une vision extrêmement réduite. Il faut regarder non seulement, évidemment, le dividende, mais il faut regarder l'évolution du cours, parce que c'est l'évolution du portefeuille. Il faut regarder aussi les effets pour des sociétés comme Air Liquide de la prime de fidélité. Et il y a peu de sociétés qui le pratiquent, mais ça consiste, après 2 années de détention de titres, de verser 10% de dividendes en plus. Et puis les attributions d'actions gratuites aussi, qui ont lieu en moyenne à Air Liquide tous les 2 ans, une action gratuite pour 10. Bon. Et puis alors, il faut évidemment aussi regarder tout ce qui est frais liés à cela, donc les frais de courtage, les droits de garde, les frais de gestion, et de ce point de vue-là, un actionnaire peut ouvrir un compte à l'Air Liquide et non pas dans une banque. Oui, ça c'est la particularité. Donc ça, c'est aussi une particularité. On a conservé tous les métiers du titre en interne, justement pour mieux servir nos actionnaires. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le nominatif pur. Il n'y a pas de droit de garde, il n'y a pas de frais de gestion. Et il y a des frais de courtage qui sont extrêmement limités, parmi les plus bas, voire les plus bas du marché, à 0,1% hors taxe. Voilà. Donc, il faut étudier tous ces éléments-là. Et finalement, tout ça s'est regroupé dans un indicateur qui s'appelle le TSR. Alors, c'est de l'anglais, Total Shareholder Return, c'est le rendement actuariel, le rendement global pour l'actionnaire. Et ça, c'est directement comparable, là, puisque vous prenez tout en compte, à un taux d'intérêt d'un livret bancaire. Et donc, si vous regardez ce qui s'est passé dans les années passées, eh bien, on a près de 15% de croissance de ce TSR sur les 5 dernières années. Ça veut dire qu'en 5 ans, le portefeuille, la valeur du portefeuille a doublé. Et puis, des taux aussi qui sont de 12% sur 10 ans, de 11% sur 20 ans. Donc des taux qui sont absolument exceptionnels. Donc une croissance quand même, effectivement. Alors, une croissance qui est quand même très forte. Et alors, je vous rappelle ce qu'on appelle souvent la règle d'Einstein, qui dit que lorsque vous avez un rendement qui vous produit 7%, vous doublez votre portefeuille en 10 ans. Et puis 10%, 7 ans. Donc c'est facile à retenir, 10 et 7. Alors, juste pour information, le livret A vient d'être remonté à 1%. Il faut 70 ans pour doubler son portefeuille. Avec l'inflation qui est là derrière, de toute façon, le pouvoir d'achat diminue. Et quand il était à 0,5%, c'est-à-dire il y a encore 2-3 mois, là c'est 139 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Alors, donc ce qui caractérise vraiment le titre Air Liquide, c'est cette stabilité et aussi la croissance du dividende. C'est 8,3% par an l'augmentation du dividende. Peu de produits offrent ce type de rendement. Peu de pensions de retraite offrent une croissance aussi régulière et aussi forte. Ça a plutôt tendance à pas négligeable diminuer. Comme complément de revenu. Absolument. Donc effectivement, et vous avez, soulignons peut-être aussi que Air Liquide a cette particularité d'avoir une grande part de son capital détenu par les actionnaires individuels. 33%, c'est un record pour le CAC 40. Comment Air Liquide s'est imposé comme la référence de la Bourse de Paris en matière d'actionnariat individuel ? Bon, alors, effectivement, 33%, c'est totalement en dehors des valeurs habituelles. La moyenne des sociétés du CAC 40, c'est un peu en dessous de 8%. Donc, on est très au-dessus. Comme je le disais, c'est un facteur d'indépendance financière, c'est un actif stratégique, c'est 33%. C'est pour ça qu'on les soigne. C'est historique, depuis la création de la société en 1902 avec 24 actionnaires individuels, l'entrée en bourse en 1913. Les actionnaires ont toujours suivi et soutenu la croissance d'Air Liquide. Et on en a eu encore une démonstration en 2016, puisqu'on a acquis une très grosse société aux États-Unis, la société Airgas. Et à cette occasion, on a fait une augmentation de capital qui a été massivement suivie par les actionnaires individuels, puisqu'ils ont souscrit à près d'1 milliard d'euros. Et on n'avait pas vu un tel apport d'argent d'actionnaires individuels sur la place de Paris depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc ils nous soutiennent. Nous, bien évidemment, on veut rémunérer leur investissement. Donc on cherche une performance dans le long terme, régulière,
hein, et c'est ce qui nous permet donc de leur donner ce dividende, ces attributions gratuites. Et alors, comme je vous le disais, on a gardé aussi les métiers du titre en interne, ça explique aussi leur fidélité et leur satisfaction, hein, et c'est-à-dire que mon équipe, hein, c'est 40 personnes qui savent, qui connaissent le métier des titres, donc on a des systèmes informatiques, c'est pas de l'informatique industrielle, hein, c'est de l'informatique de place. Tout est finalement géré en interne et ça rassure. Tout est géré en interne, ça rassure. Hein. Et surtout, on peut expliquer aux actionnaires. Donc, on a des spécialistes en fiscalité, c'est important dans la déclaration d'impôt. On a des spécialistes en donation, en transmission. Et tout ça permet d'avoir cette relation de proximité avec les actionnaires. Une équipe qui est joignable et que les actionnaires peuvent... Voilà. Alors, 40 personnes qui sont joignables. Il y a un numéro vert, il y a un site. On fait beaucoup de pédagogie aussi sur le site. Là encore, moyenne des sociétés du CAC 40, le service actionnaire, c'est moins de 2 personnes. Vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sous-traité aux banques toute cette activité. Et vous avez gardé aussi le lien sur cette période plus compliquée de 2020-2021 avec vos actionnaires, avec des rendez-vous virtuels. Enfin, il y a eu cette proximité et cette confiance qui a contribué à les rassurer, j'imagine, et à mieux les accompagner. Oui, puisque leur nombre a augmenté. On est à plus d'un demi-million d'actionnaires individuels aussi, c'est quand même beaucoup. Le jour où on a été confiné, on est passé instantanément en télétravail, toute l'équipe, hein, à distance. On avait tout préparé, on avait tout ce qu'il fallait comme ligne sécurisée, informatique délocalisée, etc. pour ce faire. On a eu 50 000 nouveaux actionnaires en 2020. Hein. Ça signe aussi quand même le retour des actionnaires vers la bourse qui a commencé avec l'introduction en bourse du capital des jeux. Et puis ensuite, justement, cette période de confinement, et encore 30 000 en 2021. Et effectivement, ces nouveaux actionnaires qui sont de plus exigeants, puisqu'il y a une thématique que nous n'avons peut-être pas encore abordée et qui s'inscrit pourtant pleinement, vous l'avez rappelé, dans l'engagement d'Air Liquide, c'est celle des enjeux sociétaux de demain, et en l'occurrence celle des défis, enfin de l'urgence climatique. Je ne vous apprends rien, les actionnaires individuels, surtout les plus jeunes, sont de plus en plus sensibles à la notion de portefeuille responsable. Comment justement Air Liquide s'est saisi de ce sujet ? Oui, alors les actionnaires individuels, 33%, mais vous avez aussi les 67% d'investisseurs institutionnels qui, eux, sont encore plus sensibles justement à ces notions de développement durable. Hein, on le voit dans les ratings, les choses comme ça. C'est quelque chose qui est vraiment pris en compte. Alors on a annoncé le 22 mars notre plan stratégique Advance, en fait, qui allie en fait performance financière et performance extra-financière, dont ce que vous parlez. Alors d'abord, performance financière, on s'est engagé sur un certain nombre de ratios de croissance du chiffre d'affaires, du résultat pour une performance financière solide. On va jouer un rôle clé dans la décarbonation de l'industrie, hein, je l'ai dit, justement grâce à l'hydrogène, grâce à nos procédés qui permettent justement d'extraire le CO2 des fluents industriels, le capter, le stocker, etc. Et on va s'axer dans 5 domaines clés. Bon, la mobilité hydrogène, ça on l'a dit, l'électronique, on en a parlé aussi, la santé, bien entendu, qui est un domaine fort, et puis tout ce qui est industriel marchand, continuer à développer pour ces 2 millions de clients nos procédés. Et enfin, évidemment, haute technologie, big data, etc. Voilà. Et puis, bien entendu, on va s'inscrire dans des objectifs sociétaux, dont ceux que vous parlez, en cultivant l'engagement des collaborateurs, renforcer la culture du client, la relation privilégiée que nous entretenons avec nos actionnaires, et bref, et puis évidemment, vis-à-vis de nos salariés, un seul exemple, par exemple, on s'est engagé en 2025 à avoir une couverture sociale de base pour nos 66 400 employés dans le monde. Dans le monde. Alors ça paraît naturel en France, il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un engagement à 2025. Voilà. Donc finalement, on veut agir en entreprise fondamentalement citoyenne, et je crois que c'est ça pour finir sur le business model, si vous voulez. Le business model, il doit tout intégrer. L'étude du business model doit tout intégrer. Évidemment, tout ce qui est économique, mais aussi ce qui est extra-financier, parce que ça aura de plus en plus d'importance. Performance financière, extra-financière, qui est effectivement tout aussi regardée, si ce n'est plus que la performance financière. Si vous deviez dire un dernier mot, peut-être, à notre public virtuel sur Air Liquide. Je dirais que s'intéresser au business model d'une activité, alors à l'opposé de l'analyse chartiste, mais je l'ai déjà dit, c'est complémentaire, c'est s'intéresser à la société. Voilà, c'est s'intéresser à la société. Une société, ce sont des hommes, des femmes, des emplois, des projets, de la technologie et des aventures.
et des aventures. Et donc, quelqu'un qui se plonge dans le business model d'une société, on le voit très bien avec nos actionnaires. Je prends l'exemple, par exemple, des jeunes qui reçoivent des actions par donation. Au début, ils savent pas ce que c'est qu'une action. Donc, on les aide à comprendre. On a même des bandes dessinées pour les jeunes, par tranche d'âge. Vous faites de l'éducation financière. Donc, on fait de l'éducation financière. On sait qu'en France, on a un petit retard sur le sujet de l'éducation financière. Donc, on travaille et on considère d'ailleurs que c'est le rôle de l'entreprise de contribuer à cette éducation financière. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, exactement. J'espère. Bon, et donc, si vous voulez, notre objectif, c'est de bâtir avec toutes ces parties prenantes, bâtir ensemble le monde de demain, qui est un monde décarboné. Et voilà. Très bien, ce sera le slogan de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Renard. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence Bourse Live les rencontres.